La question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque on varie le point de fonctionnement? Donc, supposons que on va prendre IB. Ça, rappelez-vous, ça c'est l'axe IB. Donc ici, on a le courant IB, le courant de la base. Si on essaie de faire varier ce courant, c'est-à-dire de le faire changer, par exemple à travers au lieu de prendre un VBB qui est constant, on va prendre un VBB qui tourne autour d'une certaine valeur. C'est-à-dire, il y a une valeur IP0 et nous, on fait varier autour de ça. Mais ce qui va se passer, c'est que on aura une variation de ce point-là qui était au début fixe et qui va bouger sur cette courbe-là. Donc, il va y avoir un mouvement autour de cette courbe-là. Ce mouvement va entraîner bien sûr une variation de la valeur de IC. Si on varie IB, donc on va varier IC de la même façon. Et bien sûr, si on varie IC, on est en train de déplacer le point de fonctionnement sur la droite de charge. Vous vous rappelez, ça c'était la droite de charge. Donc ici, on est en train de faire bouger le point de fonctionnement sur la droite de charge, ce qui nous donne une variation de IC, une image de la variation de IB sur la variation de IC, mais en plus grand, avec un coefficient bêta. Rappelez-vous, ici, il y a un coefficient bêta. Alors, il ne semble pas très grand pour la simple raison qu'ici, on est en train d'exprimer les choses en milli face à quelque chose en micro. On n'a pas la même échelle ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette variation du point de fonctionnement ici, tout simplement, elle va entraîner également une variation de VCE et qui sera elle aussi à l'image de la variation de IB. C'est-à-dire si j'ai une variation ici, mais ici j'ai pris par exemple sinusoïdal, mais pas forcément, je pourrais avoir n'importe quel signal, même aléatoire, j'aurai son image en plus grand et en termes de tension. Et ça, c'est très utile de point de vue électronique, c'est très agréable parce que je peux, à partir d'un faible courant, créer un signal plus grand, c'est-à-dire amplifié, sur une tension. Prenez par exemple, si vous avez un micro dans lequel vous parlez, votre micro va générer un très faible courant, mais je vais reproduire ce courant, je vais lui faire tout simplement une homothétie, parce qu'il y a une proportionnalité dans la variation, je vais faire une homothétie de ce signal en plus grand en termes, et je vais le transformer en une tension. Et ça, c'est très utile. Donc, on le voit ici sur les courbes, mais on peut aussi le démontrer mathématiquement. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on a le IC qui est égal à bêta IB. On va négliger tous les effets dont on a parlé précédemment. Donc, le courant IC0 et le 1 sur 0 qui sont négligeables. Alors, si on prend delta IB, si on prend une variation de IB, donc ce qui est représenté ici, donc on a un courant IB qui tourne autour d'un point IB0. Je rappelle qu'ici, on a pris sinusoïdal, mais on aurait pu prendre n'importe quel signal. Alors, le delta IC, c'est tout simplement bêta delta IB, parce que le bêta, il est constant. Et donc, je vais avoir un delta IC ici, qui est proportionnel, qui va recopier cette image, l'image de ce signal en plus grand. Donc, je vais avoir une fluctuation autour d'un IC0 qui est égal à bêta IP0. Je vais avoir cette fluctuation de la même façon que je l'ai sur IB. Et bien sûr, on a la droite de charge qui me dit que VCE est égal à VCC moins RC plus RE IC. Si on prend la variation de delta VCE, ça c'est constant. Donc sa variation, ça va être nul. Et je vais avoir delta, il manque un signe moins ici, RC, RE, delta IC. Donc ici, je vais avoir delta IC. Bien sûr, je sais que delta IC, c'est égal à bêta delta IB. Donc delta VCE, c'est bêta RC, RE, IB. Delta IB, pardon. Bien sûr, avec un signe moins. Et vous pouvez remarquer ce signe moins, soit ici sur cette courbe-là. Donc ici, on commence par le lobe positif. Ici, on va commencer par le lobe négatif parce qu'il y a un signe moins. Et ici, donc, vous pouvez aussi le voir, les deux signaux sont en opposition de phase. Donc, je rappelle que ici, il manque un signe moins. Bien. Donc, de façon générale, un transistor,
ben, il est caractérisé par ce binôme d'équations. Donc, on a le VBE qui est égal à un certain coefficient H11 multiplié par IB plus un certain coefficient H12 multiplié par VCE et IC est égal à H21 IB plus un autre coefficient H22 VCE. Alors vous remarquez qu'ici on a mis des coefficients sous forme de matrice juste pour simplifier les calculs H11, H12, H21, H22. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication entre matrices. Alors, ces coefficients, on va essayer de les déterminer, mais en tout cas, ils sont comme ça. Avec ces équations-là, je pourrais remplacer le transistor par ce schéma-là. Alors, j'ai ici le point B, le point C, et ici l'axe en bas, c'est égal au potentiel du point E. Donc, VBE, la tension BE, elle est égale à IBH11, donc IBH11, plus H12, la tension VCE, donc H12 VCE. Donc, remarquez que ça, c'est un générateur dépendant, donc qui dépend de cette tension-là. On va juste reprendre l'équation telle qu'elle est. Puis on a IC, c'est-à-dire le courant qui rentre par C et qui va vers la masse, ben lui il est égal à H21 IB, donc ce courant qui passe par là, plus le courant qui passe par là, donc ici c'est un nœud, plus H22 VCE, donc ce qui fait que ici on a 1 sur H22 multiplié par VCE pour que ça soit un courant. Donc le courant qui passe ici, vous pouvez l'appeler IC1 et IC2. Donc IC2 est égal à H21 IB et IC1 est égal à VCE sur H22. Donc, pourquoi on fait ça? Alors, tout simplement parce qu'un transistor, c'est un comportement. Alors, c'est un schéma que je ne sais pas manipuler. Donc, je le transforme en des choses, des impédances, des tensions, des générateurs de tension, des générateurs de courant, des choses que je sais manipuler. Donc, dans un schéma, si je suis dans le régime dynamique, j'enlève le symbole du transistor, je le remplace par ce schéma. J'ai, à partir de cette modélisation, j'ai la certitude que c'est équivalent. Donc, ce que je vais faire en termes de calcul en utilisant ce schéma équivalent va donner le même résultat que le vrai transistor. Essayons maintenant donc de voir c'est quoi ces coefficients. Donc, H11, c'est tout simplement la dérivation de delta VBE sur delta IB avec un VCE constant. Donc, vous pouvez le voir ici, pour obtenir H11, il faudrait que celui-ci soit constant et on fait une dérivation pour obtenir delta VBE sur delta IBE. Ça va être H11. Mais ne vous cassez pas trop la tête avec ça. Surtout si vous n'allez pas vous approfondir en électronique, en études d'électronique. Donc pour le moment, juste gardez que H11, c'est la variation de VBE en fonction de IB, lorsque VCE est constant. Et ça, il y a des calculs, il y a des études qui l'ont fixé, c'est 26 bêta sur IB. C'est une formule qui est presque toujours valable. Il faut juste faire attention à un paramètre très essentiel, c'est que IE doit être exprimé en milliampères. Attention, elle ne doit être ni exprimée ni en ampères, ni en microampères, ni quoi que ce soit. Elle doit être exprimée en milliampères, sinon il faut multiplier par un coefficient de 1000 et ça va vous fausser vos calculs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'impédance d'entrée. Alors justement, si vous prenez VBE comme un générateur, vous voyez que ça, c'est l'impédance d'entrée. Ça se voit donc à partir du schéma. Alors, deuxième chose, c'est qu'elle dépend de bêta. Plus bêta de votre transistor est grand, plus ce coefficient va être très grand. H21, c'est tout simplement la variation de IC par rapport à IB. La variation de IC par rapport à IB, ben ça, c'est tout simplement bêta. C'est le gain en courant. Ça, c'est facile. Donc, le H21, c'est la variation de VBE sur la variation de VCE lorsque IB est constant. Et ça, c'est ce qu'on appelle le gain en tension. Combien on va gagner en termes de VCE lorsqu'on fait varier VBE. Et ça, c'est une valeur qui est très faible parce que le transistor, ben, il ne donne pas une amplification de tension. Donc, c'est une valeur très faible.
Et puis finalement, vous avez H22 qui est la variation de IC par rapport à VCE. Donc, la variation de IC par rapport à VCE lorsque IB est constant, ben, si vous vous référez au schéma de réseau qu'on a déjà vu, si IB est constant, qu'est-ce qui varie entre VIC et VCE? C'est tout simplement cette pente qu'on avait vue d'imperfection, c'est le ρ. Et on avait bien vu que cette pente, elle était très faible. Il y avait toute une petite pente. Donc, ce ρ, il est très faible. Donc, étant donné que le ρ est faible et que le gain en tension, il est faible, donc, ici, on va avoir un ρ qui est faible, donc un 1 sur H22 qui est infini. Et une impédance infinie, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un circuit ouvert. Donc, on peut carrément supprimer cette branche. Donc, le H22, ben, il me permet de garder du côté ICE que le générateur de courant bêta IB. Et puis finalement, du côté H21, on a dit que H12, pardon, on a dit que c'est une valeur très petite. Donc le H21, il est très petit. Ça veut dire que ici, quel que soit VCE, le H21 multiplié par VCE, ça va donner une tension qui est nulle. Et donc une tension qui est nulle, c'est tout simplement un fil. Et donc je ne garde que ça. Alors ce qui fait que j'obtiens ce schéma simplifié, ce schéma équivalent simplifié. Attention, cette simplification, elle est vraie parce qu'on a fait des hypothèses, donc beaucoup d'hypothèses. On est en faible fréquence, on a le gain de tension qui est faible, on a le ρ qui est faible. Donc il y a beaucoup d'hypothèses qu'on a fait. Le schéma équivalent correct, c'est celui-ci. Donc, si vous êtes en train de faire des études poussées ou en train d'étudier des circuits, donc par exemple en haute fréquence, ben, vous devez utiliser ce schéma. Mais dans la généralité, lorsque vous utilisez des circuits à transistors simples, ben, dans ce cas, on est dans le cas où on peut facilement utiliser ce schéma équivalent qui remplace un transistor. Donc, du point B vers le point E, on a une impédance H11. Et du point C vers le E, ben, on a un générateur de tension, de courant, pardon, bêta IB. Attention, ce générateur de courant, IB ici, il dépend de ce IB ici. Il y a une dépendance entre ce côté et ce côté à travers ce générateur. Et n'oubliez pas que H11 également, il dépend de IB et il dépend de IE, le courant qui passe dans l'émetteur. Ben voilà, donc une fois que vous avez un transistor dans un schéma et que vous êtes en régime dynamique, vous avez le droit de le remplacer par ce circuit. Si on applique ce changement-là, par exemple, à ce circuit ici, c'est un circuit qu'on appelle émetteur commun, on va le voir plus tard. Donc, l'idée est de remplacer le transistor ici par son schéma équivalent. Donc, essayons de faire cela. On a d'abord le point B, donc le point B et le point E et le point C. Donc, de ce côté, on va avoir bêta IB. On est en train d'utiliser le schéma simplifié. Donc, le point E et le point B, on a le IBH11. Et entre le point E et la masse, ben, on a RE. Maintenant, regardons qu'est-ce qu'on a entre la masse et les autres points. Alors, entre le point B et la masse, on a normalement RB1. Mais, puisqu'on est dans le régime dynamique, ben, on ne va pas considérer la tension. Et quand on ne considère pas la tension, ben, c'est comme si on avait une masse ici. Alors, c'est une règle que je ne vais pas expliquer ici. Donc, quand vous êtes en dynamique, en régime dynamique, donc vous considérez que VC, toutes les tensions continues, VCC, si vous en avez d'autres, VEE ou autres sources d'alimentation continue, statique, ben, vous les considérez comme étant de la masse. Donc, le B est relié à la masse par RB2, mais il est également relié à la masse par RB1. Ce qui fait qu'on va avoir un certain RB, que j'ai noté ici, RB, équivalent à RB1 parallèle à RB2. Pour le point C, ben, lui aussi, il est relié à la masse
par RC. Et donc, ce schéma-là est équivalent à ce schéma-là en utilisant le modèle équivalent du transistor, le modèle simplifié. Cette équivalence, elle n'est vraie que en basse fréquence. Elle n'est vraie que parce que on a pris les simplifications que on a fait précédemment.